Peut-on, doit-on passer à la mobilité toute électrique? Bienvenue dans cette nouvelle controverse du réseau 7. Alors on le sait, à horizon 2035, plus aucune voiture neuve ne sera produite en moteur thermique. Notre infrastructure de mobilité est-elle capable de cette bascule? Les places de stationnement, les infrastructures de recharge, la production d'électricité en France sont-elles capables d'accueillir ce parc 100% électrique à cette échelle de temps? Pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Diane Strauss, directrice France de Transport et Environnement, qui est une ONG européenne, je vous laisserai nous en dire un mot, et Ghislaine Geoffroy, directrice générale de la SAMS, la scène d'exploitation du stationnement, présente majoritairement à Paris et quelques communes voisines. Bonjour. Bonjour. Alors, Transport et Environnement, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être un mot sur cette organisation. Transport et Environnement, c'est une ONG européenne, financée de manière complètement indépendante, donc sans intérêt, quel qu'il soit, industriel, politique, gouvernemental, et qui est l'ONG experte des transports propres et de l'énergie. Donc notre objectif, ce sont des transports décarbonés en 2050, neutres pour la santé et accessibles pour tous. On produit beaucoup d'études, on travaille beaucoup avec les données, les expertises sectorielles pour formuler des recommandations politiques qu'on présente ensuite au gouvernement. La SAMS, donc présente à Paris, mais pas que. Oui, alors nous sommes une société qui construisons et qui exploitons des parkings. Donc on exploite à peu près 35 000 places de parking, que ce soit en région parisienne, disons grosso modo, même si on est très présent sur le territoire de la ville de Paris. On accompagne aussi les développements de la voiture électrique. Alors quand on a conçu un peu cette controverse, peut-on, doit-on aller vers la mobilité toute électrique? La première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que la voiture électrique contribue vraiment à la décarbonation des mobilités? On a tous en tête un peu des réflexions qu'on a lues ou entendues ici ou là sur un bilan environnemental ou carbone désastreux de la mobilité électrique. Alors qu'en est-il, puisque Transport Environnement possède de nombreuses données à ce sujet? Il y a maintenant un consensus sur le fait que la voiture électrique est bien plus vertueuse que la voiture thermique pour le climat. Pour une voiture de taille moyenne dont la batterie serait produite en Europe et qui serait conduite en France, on doit parcourir à peu près 18 000 km pour rembourser sa dette carbone de production du véhicule, de la batterie, etc. On est censé aller vers une énergie complètement décarbonée, zéro émission d'ici à 2050. On peut recycler 90% de certains métaux. Donc on peut vraiment recycler une batterie. En plus, les technologies vont aller en s'améliorant, donc on va pouvoir récupérer tous ces métaux. L'objectif maintenant, c'est de les récupérer à un niveau de qualité suffisant, et les technologies existent, mais il faut que la réglementation soit bien faite pour inciter à recycler au niveau de qualité suffisante pour pouvoir les réinjecter dans de nouvelles batteries et avoir finalement une économie circulaire qui nous permette d'utiliser les batteries existantes pour refaire de nouvelles batteries et conserver finalement les ressources sur le territoire européen. Très bien, on a en tête la décision du gouvernement d'interrompre la production de véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Donc ayons en tête qu'à partir de 2035, toutes les voitures neuves seront des voitures électriques, ce qui ne veut pas dire que le parc automobile entier, bien sûr, sera basculé du jour au lendemain en véhicule électrique. Maintenant qu'on est à peu près clair sur le caractère souhaitable finalement de cette électrification du parc automobile et de sa pertinence pour atteindre l'objectif de décarbonation, très bien, c'est souhaitable, mais est-ce que c'est possible? Et là, je pose plutôt la question à l'exploitant qui a en charge, eh bien, tout bêtement, l'équipement des parkings en dispositif de recharge. C'est totalement possible. On voit que plus on met de bornes, plus on a de véhicules qui viennent. Alors effectivement, on est en site urbain, donc on est certainement sur des pourcentages de possession de voitures électriques à cause des flottes d'entreprises en particulier, mais aussi à cause des riverains, probablement plus important que la moyenne française. On se rend compte que dans certains quartiers, dans certains parkings, on a un taux d'usage de plus en plus important. Aujourd'hui, de plus en plus, on a cette notion de station-service électrique qui apparaît à la fois sur voie publique et aussi dans nos parkings. On a des parkings où 50% des places sont équipées de bornes électriques. Donc, et d'autres zéro pour des raisons techniques. Au-delà de la fourniture, le fait de récupérer le réseau qui peut délivrer les KVA suffisants, ça a un coût. Ça, c'est le premier coût. Deuxième coût, le coût réglementaire, parce que dans les parkings, on est dans des ouvrages la plupart du temps souterrains qui nécessitent des équipements en sprinklage. Ce coût peut être un frein
à l'évolution et à l'équipement. Le fait d'équiper des parcs publics de bornes électriques va être souvent le petit déclencheur qui va permettre à quelqu'un qui hésite sur l'achat d'une deuxième voiture électrique, est-ce que je prends une hybride, est-ce que je prends une électrique, de basculer sur l'électrique parce qu'il a une solution de stationnement équipée de bornes. Est-ce que Transport et Environnement a pensé, a réfléchi à cette question de la nécessaire évolution des réglementations qui accompagnent, qui entourent, qui encadrent ou qui contraignent finalement la progression de la mobilité électrique? Ce qu'il faut rappeler, c'est que la recharge, elle se fait à 80% à la maison. Les trajets pendulaires, c'est aussi 80% des trajets qui sont faits par les Français, aller au travail, déposer ses enfants, etc. Et pour tout ça, en fait, une recharge chez soi, c'est largement suffisant. Quand on est en moyenne, voilà. Mais effectivement, quand on est en territoire, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Voilà, quand on a la chance et la capacité d'avoir un parking chez soi, ce qui est le cas des maisons individuelles, mais pas forcément de toutes les résidences, et notamment pas en ville. Et puis, en effet, la question de la voirie. Et là, sur la question de la voirie, se pose vraiment la question de quelle est la place de la voiture en ville. Et ça, c'est une autre question qu'on peut aborder ensemble, mais qui est vraiment, peut-on finalement décider de continuer à installer des parcs de parking sur la voirie, sachant que les voitures sont de plus en plus grosses, prennent de plus en plus de place, et dans une dynamique pour beaucoup de villes d'essayer de redonner de la place aux piétons, aux mobilités actives, etc. Alors il y a un autre élément de la controverse qui, vous l'avez dit, des voitures de plus en plus grosses. Alors le poids, le volume, voilà, ça ce sont des choses aussi qui distinguent la voiture thermique de la voiture électrique. Aujourd'hui, qu'en est-il? La voiture électrique est-elle plus grosse, plus lourde que la voiture thermique? On entend aussi parler d'une mode des SUV, il en a fait état largement dans la presse récemment avec la consultation parisienne. Est-ce que un basculement vers la mobilité électrique change les choses sur le volume et le poids du parc automobile? L'augmentation du poids des véhicules, c'est un problème multifactoriel. C'est pour les véhicules thermiques un problème de pollution de CO2, de pollution atmosphérique, un problème d'emprise au sol dans les villes. Pour la voiture électrique, le problème du SUV, ça va être une question plutôt de disponibilité des ressources, notamment des métaux critiques. Et ce qu'on voit dans nos analyses, c'est que si on arrivait à réduire la taille des véhicules, on pourrait gagner un quart de notre demande de lithium et de métaux critiques. La question, c'est est-ce que la ville est l'endroit dans lequel il faut circuler avec cette voiture? Et là, je pense que les Parisiens ont tranché en disant finalement, peut-être que la ville de demain, c'est pas cette ville-là. Chacun a le droit d'avoir les investissements qu'il choisit, mais il choisit aussi de payer plus cher parce que son emprise au sol est plus importante. Et effectivement, on peut s'interroger sur y a-t-il nécessité d'avoir des si grosses voitures pour se déplacer en ville? Alors après, on a plusieurs façons d'y répondre. Qu'est-ce qu'on veut voir dans nos villes? Est-ce que la ville, ça doit être la ville du piéton, la ville du quart d'heure, la ville à taille humaine, ou la ville imaginée dans les années 60, d'une ville toute voiture? Je pense qu'aujourd'hui, si on se replace dans l'histoire de l'automobile, dans les années 60-70, la réussite sociale sont concrétisées par avoir l'achat d'une voiture. Aujourd'hui, la réussite sociale, en partie, se concrétise par deux phénomènes. Ne plus avoir de voiture, pour une toute petite partie de la population, c'est ça, ou au contraire avoir une grosse voiture qui pèse lourde et qui peut être électrique, mais qui n'est pas automatiquement électrique. Donc c'est bien, on assiste à une évolution sociale de la société et qu'il faut contraindre parce qu'on ne peut pas toujours avoir plus gros et toujours avec une personne. Alors, peut-on aller vers la mobilité toute électrique? Il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est est-ce qu'on peut, y compris en fourniture d'énergie? Parce que cette mobilité toute électrique va consommer beaucoup plus d'énergie électrique qu'aujourd'hui, bien sûr, puisque l'énergie est carbonée. Oui, tout à fait. Il y a une étude très bien que j'invite tout le monde à consulter qui s'appelle les futurs énergétiques de RTE et qui fait cette évaluation entre électrification des usages, puisqu'on sait que beaucoup d'usages vont s'électrifier, la mobilité, l'industrie, le chauffage, beaucoup d'usages vont s'électrifier, et notre offre d'électricité, pour savoir est-ce que finalement on aura assez d'électricité pour répondre à l'augmentation de ces usages. Ce que montre RTE, et ça a eu l'avantage de mettre beaucoup de gens d'accord et d'apaiser le débat,
c'est qu'il n'y aura pas de capacité nucléaire additionnelle avant 2035. Parce que pour construire des capacités additionnelles, il faut du temps. Donc toute cette augmentation de l'électricité, elle va devoir venir des énergies renouvelables, éoliennes et solaires en particulier. Pour ce qui est de l'électrification du parc, c'est sûr, ça rentre. C'est sûr, à condition qu'on qu'on le rythme de production des énergies renouvelables jusqu'en 2035. À condition qu'on déploie les énergies renouvelables et qu'on ne démantèle pas les éoliennes. Et puis, à condition aussi qu'on fasse un effort sur notre consommation dans tous les autres domaines. Parce qu'effectivement, la sobriété énergétique, moi, j'ai juste vous donner un chiffre. Quand on rénove un parking et qu'on change les systèmes d'éclairage, on arrive à faire des 40% d'économie d'énergie. Alors, c'est pas beaucoup de kilowattheures. Mais les petites rivières font des grands fleuves. Et donc, il y a aussi cette maîtrise et cette responsabilité citoyenne, collective, à la fois des individus et des entreprises, de respecter, en fait, et de ne pas consommer à outrance. Même si, en grande masse, ça ne va pas jouer pour grand-chose. Mais effectivement, c'est hyper important. Est-ce que l'étude RTE nous donne quelques perspectives sur l'évolution des déplacements motorisés? Est-ce qu'on anticipe avec cet item de la sobriété, un effort de réduction des déplacements, ou est-ce que non, on sait très bien qu'enquête sociologique à l'appui, cette demande de mobilité est totalement inscrite dans l'être humain et qui voudra toujours plus se déplacer, élargir ses horizons. Est-ce qu'on a quelques indications là-dessus? Il faudrait revoir les chiffres en détail. Je me souviens qu'il y a 4 grands volets. Les 2 énergies renouvelables, l'énergie nucléaire, en effet, sobriété et efficacité énergétique. Et tous ces leviers sont utilisés dans l'étude RTE. Ils regardent la question de puissance, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans la journée où on va avoir besoin de tirer beaucoup d'électricité, notamment le matin et le soir quand on rentre au travail. Et là, RTE regarde si on arrive à gérer cet équilibre de puissance. Et ce qu'il remarque, c'est que la voiture électrique va avoir un rôle clé dans la gestion de cette puissance. Puisque grâce aux batteries, on va pouvoir en fait avoir des moments de stockage, on va pouvoir lisser la demande électrique quand on se recharge par exemple au travail. Si on a des points de recharge au travail, on va pouvoir plutôt recharger sa voiture pendant la journée, pendant qu'il y a du soleil, peut-être pendant qu'il y a du vent, et plutôt peut-être à terme, on est en train de regarder à Tiani si c'est une option, relâcher de l'électricité sur du réseau si vraiment il y en a besoin quand elle est connectée le soir. On a encore beaucoup de chemin à faire en termes de recherche, mais ce qui est certain, c'est que la voiture électrique a son rôle à jouer dans cette économie décarbonée. Sur le mix énergétique, je reviens juste, on s'est bien dit, ok, à horizon 2035, la progression viendra sans doute des énergies renouvelables parce que la production nucléaire ne pourra pas significativement augmenter à cet horizon-là. Au-delà, oui, donc on se le dit, et on est tranquille avec ça, l'augmentation, la bascule vers la mobilité toute électrique s'appuie quand même impérativement sur une production d'énergie nucléaire parce que la quantité d'électricité à fournir, même si on s'assure d'une sobriété, à horizon 2035 et au-delà, parce que évidemment l'augmentation du parc électrique accélérera à partir de 2035, repose essentiellement sur une fourniture électrique que les énergies renouvelables ne pourront pas à elles seules fournir. Le choc forcé, ça a été le nucléaire, parce qu'il y avait cette envie de prolonger cette filière, cette idée que l'électricité décarbonée était pour la France un avenir, mais d'autres pays ont choisi d'autres voies et l'avenir nous dira comment ça se passe. Voilà. Un grand merci à toutes les deux. J'espère que ces quelques éléments auront éclairé votre compréhension de cette question, de savoir s'il est souhaitable et possible d'aller vers la mobilité toute électrique, en tout cas la mobilité terrestre. Et à bientôt pour une nouvelle controverse du réseau 7.